Le monde agricole est un monde passionnant. Nous l'avons compris, c'est pourquoi nous nous faisons le plaisir chaque semaine de vous présenter cette émission. À toutes et à tous, bonsoir. Biodiversity International est l'un des centres du groupe consultatif international de recherche agricole. Il mène des activités diverses dans le secteur agricole et l'un de ses champs d'action est la nutrition, un secteur dans lequel il initie des projets dont un sera au cœur de cette émission. Les premières personnes à souffrir des affres du changement climatique sont les agriculteurs. Toujours dans l'optique de les aider à mieux s'y adapter, le directeur national de la météorologie, Denis Torio, leur prodigue quelques conseils pratiques. Il existe désormais un projet initié par le gouvernement béninois pour accompagner les jeunes béninois qui envisagent d'entreprendre dans le domaine agricole. Notre flore regorge de beaucoup de plantes ayant plusieurs vertus. Nous vous parlerons au cours de cette émission du cas du Tiayo. À l'entame des 26 bonnes minutes que nous allons passer ensemble, je vais vous faire découvrir un projet de Biodiversity International qui porte sur la contribution des aliments traditionnels au bien-être des populations pauvres en Afrique. Les changements qui se produisent sous l'influence de l'urbanisation, de la mondialisation et de l'intégration de marché affectent les systèmes traditionnels de production, de commercialisation et de consommation des aliments traditionnels. Ceux-ci tendent en effet à être remplacés par des aliments introduits qui seraient d'une qualité nutritionnelle moins bonne que celle de la diversité des aliments traditionnels qu'ils substituent. Cette substitution croissante des aliments traditionnels par des aliments introduits, manufacturés ou importés n'est pas souhaitable, d'autant plus que les régimes alimentaires basés sur ces aliments de substitution seraient associés à d'importants problèmes de nutrition et de santé comme les maladies chroniques liées à la nutrition, lesquelles coexistent avec les carences nutritionnelles, exposant ainsi les populations au double fardeau nutritionnel. C'est dans ce contexte que Biodiversity International a intensifié ses efforts et initié le projet de recherche et fait de l'intégration au marché sur la contribution nutritionnelle des aliments traditionnels au bien-être des ruraux pauvres en Afrique. Ce projet a été initié pour le Bénin et le Kenya et vise une meilleure connaissance du mécanisme et comment faire pour promouvoir les aliments traditionnels dans les villes et également dans les campagnes. Les campagnes les connaissent très bien, mais l'utilisation parfois ou la façon de cuire les aliments parfois font que les gens ne bénéficient pas suffisamment des bénéfices qu'on devrait attendre. D'une durée de 2 ans, ce projet a été financé par la fondation Bill and Melinda Gates avec un appui du groupe consultatif de recherche pour l'agriculture à travers le programme de l'agriculture pour la nutrition. Il est exécuté au sud du Bénin et à l'ouest du Kenya d'environnements agroécologiques identiques. Pour atteindre les objectifs du projet, plusieurs activités ont été menées en collaboration avec différentes structures. Ainsi, l'enquête ethnobiologique, l'enquête de consommation alimentaire, nutrition et santé au niveau des femmes et des enfants, de même que l'analyse de l'intégration de marché et l'analyse des politiques de production et de commercialisation des aliments traditionnels ont été menées au Kenya, entre autres par le National Museum of Kenya, l'Institut de recherche KEMRI, l'Université Saint-Paul et au Bénin par la Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Les enquêtes menées dans les différentes zones d'intervention du projet ont permis de collecter d'importantes informations sur la diversité agricole locale et sur les changements dans les habitudes de consommation d'aliments locaux. L'aliment de base est constitué des aliments du groupe des céréales comme le maïs surtout, que les gens consomment vraiment. Et dans le même temps, à côté de ça, les gens ont une diversité de légumes. Et aussi, on a constaté qu'il y a eu des fruits également qui sont dans la localité, mais malheureusement, ces fruits ne sont pratiquement pas consommés dans la localité, ainsi que les produits comme les poissons et les dérivés de lait, et surtout comme les laits aussi. On a constaté que rares sont ces individus-là, ces enquêtés-là, qui consomment le lait ou les dérivés de lait. Le phénomène qu'on constate, c'est qu'on préfère vendre ces fruits-là, ces aliments-là, on préfère les amener au marché, les vendre
et en place de ces aliments, ramener des aliments qui ne sont pas localement produits. Mais les activités entrant dans le cadre de ce projet ne se sont pas arrêtées là. La troisième grande activité a été relative à l'analyse de chaînes de valeur de certains aliments traditionnels qui ont été identifiés. Et ce travail au Bénin a été fait en collaboration avec l'ITA, alors qu'au niveau du Kenya, nous avons travaillé avec l'Université Saint-Paul. Ici, 2 produits riches en vitamines et oligo-éléments ont été ciblés, à savoir le goussi et l'huile de palme. Au terme de ces travaux, les résultats sont assez édifiants. Le résultat est sorti de ça, nous a permis de faire ressortir les contraintes majeures. Donc ces contraintes majeures sont surtout l'attaque des insectes au niveau de la production, et ça c'est la richesse qui doit venir en amont de ce volet-là. Ensuite, il y a aussi les aspects liés à la transformation, les contraintes, surtout les équipements. En plus de ça, il faut voir aussi les aspects, si on veut avoir le marché, donc il faut avoir les aspects liés à la qualité. Donc le volet de transformation, c'est la marge la plus faible. Donc il faut renforcer cette marge-là. Et je viens de le citer tout à l'heure, qu'il faut renforcer cette marge. Maintenant, on a essayé aussi de regarder au niveau de la chaîne de valeur l'aspect gouvernance. Il y a aussi les coûts de transaction qu'il faut réduire. Et ces coûts de transaction est très important par rapport même à la démarche de la chaîne de valeur, pour que les routes, bon, ça c'est au niveau de l'État, la gouvernance, pour que les routes, les pistes de l'eau soient quand même accessibles, pour que au moins les femmes ou bien les maillons qui viennent vendre le goussi sur le marché puissent quand même accéder. Mais il y a un autre aspect qui est très important et que l'ITA a cette expertise, en plus de faire l'étude des chaînes de valeur, le renforcement des capacités. Et ce renforcement des capacités doit se faire à tous les niveaux. Donc l'étude a fait sortir qu'il y a un faible renforcement des capacités. Donc surtout au niveau des méthodes et techniques, la transformation du goussi. Les séances de restitution des résultats aux participants dans les différentes zones d'intervention ont été la dernière activité dans le cadre de ce projet. Au Bénin, ces séances ont eu lieu dans les communes d'Alada, de Tofo et de Boïkon. Des séances qui ont consisté essentiellement à l'exposition aux populations des résultats issus des enquêtes et recherches. Ces séances ont également été le lieu pour le coordonnateur du projet et son équipe d'instruire les populations sur les bonnes habitudes alimentaires à adopter. Les populations en sont sorties très satisfaites. Par rapport à ce projet qui est en train de finir sa première phase, si je peux le dire ainsi, nous avons joué un rôle de facilitateur. De facilitateur parce que les communautés, c'est nous qui les connaissons, les ménages, c'est nous qui les connaissons. Nous avons juste servi de couloir entre la biodiversité et les ménages qui ont été touchés et qui sont là aujourd'hui. C'est vraiment un travail très très important qui a été fait parce que déjà avec ce qui existe encore, les communautés ou les ménages savent qu'ils peuvent manger et bien sans toujours faire allusion au marché extérieur. Ça a permis de répertorier ce que nous avons encore comme richesse alimentaire et de conscientiser en plus et surtout les mamans sur comment ils doivent nourrir les enfants. Ce projet nous a apporté beaucoup de choses et à partir de maintenant, une grande sensibilisation va commencer pour les autres localités qui ne sont pas prises en considération pour cette première phase. Donc nous allons mettre au travail pour pouvoir sensibiliser tout le monde sur la consommation des aliments. Puisque sans la santé, on ne peut rien. Sans la santé, il n'y a pas le développement. Ouais. Donc c'est un bon projet. Kpodo nuye ya kpom na tu nuwe mi na jodoe nuwe mi do na wuri bona e bona hendagbe wa nu mi e lo tovi gbeto ba na do wa gbeto sinu mi so gan lo fini o ni do je ma do ganji ya mi si hu mo ya me gbeto ba na do wa gbeto nu mi ka no ganji yo e na se hu ndagbe do gbe mi do mi kudazo ma o na gwalo mi ba so na do nu kon yi. Pour mieux partager les résultats de recherche du projet avec les différents partenaires,
Un atelier de restitution a été organisé dans la salle de conférence de l'Institut international d'agriculture tropicale, IITA, station du Bénin. Nous avons fait l'état de lieu, nous savons qu'est-ce qui existe comme ressources, qu'est-ce que les gens consomment, dans quelle proportion se trouve l'alimentation et nous savons quelle est la qualité de l'alimentation. Parmi les perspectives, nous envisageons continuer ce que nous avons commencé déjà à travers l'éducation nutritionnelle des populations, parce que nous nous sommes rendus compte que les populations n'ont pas toujours la bonne information sur la façon de pouvoir diversifier leur alimentation. Et donc, nous pensons que ça va être un élément important, mais aussi mettre un accent sur la consommation des fruits et légumes, puisque ces aliments-là, qui sont disponibles localement, peuvent permettre d'éviter certaines carences. Nous ne cesserons jamais de parler dans cette émission du changement climatique. Ses premières victimes étant les agriculteurs, le directeur national de la météorologie Denis Torrios se propose de leur prodiguer quelques conseils pratiques. Pour permettre aux agriculteurs de mieux s'adapter au changement climatique, la météo joue un grand rôle. Généralement, nous distinguons en météo la saison des pluies et la saison agricole. Quand les pluies commencent, il n'est pas question de commencer par semer. Parfois, il y a les premières pluies qui commencent, parfois même en février ou en mars. Et ces pluies sont à l'origine de certains phénomènes. Vous pouvez avoir la pluie vers fin février et ces pluies peuvent se répéter dans le temps et vous allez croire que la saison s'est installée. Alors que c'est des pluies qui peuvent après s'estomper et être suivies de dégâts sèches. Si déjà les paysans pendant ce temps ont eu à semer, c'est que les cultures vont flétrir, c'est-à-dire ils auront de pertes, ils seront obligés de faire de ressemis. C'est pourquoi il faut attendre l'installation effective de la saison des pluies et nous avons la possibilité de déterminer la période favorable au semis au niveau de la météorologie. Au Bénin, les périodes agricoles varient en fonction des localités. Si nous prenons par exemple le sud du Bénin, dans la région de l'Atlantique, c'est vers fin avril, c'est à début mai. Quand nous montons vers le nord, c'est à partir de fin mai, c'est-à-dire début juin. Fin mai, début juin, vous semez, vous n'aurez pratiquement pas de problème. Mais les premières pluies peuvent se produire là-bas en avril. Et si on s'hasarde à semer en avril, vous pouvez enregistrer après des dégâts sèches. Et c'est là où des problèmes se posent aux agriculteurs. Les agriculteurs sèment parfois à des dates tardives. Et quand ils sèment à des dates tardives, c'est pour récolter à des périodes où les eaux sont en remontée, c'est-à-dire il y a déjà les crues qui s'installent. Et quand les crues s'installent, c'est fini. Vous avez remarqué que les plantes sont emportées. Ce qu'il faut conseiller aux agriculteurs pour ces genres de situations, c'est qu'il faut qu'ils sèment à de bonnes dates. Et pour qu'ils puissent semer à de bonnes dates, il serait bon qu'il soit établi entre vous, les journalistes, et la météo, un système pour qu'on les avise de temps en temps et pour qu'ils écoutent ces émissions afin de ne pas tomber dans des situations qui les obligent soit à refaire le ressemis ou les pertes de leur culture, parce que parfois quand il y a les remontées d'eau au niveau de fleuve Lomé qui emportent pratiquement toute la culture, c'est parce qu'ils ont eu à semer à des dates un peu tardives et c'est ça qui crée ces problèmes. Il faut qu'ils sèment à de bonnes dates. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui veulent s'investir dans le domaine agricole, mais qui, par manque de moyens, ne le font pas. Et c'est justement pour répondre à leurs besoins que le projet de la promotion de l'entrepreneuriat agricole a été mis sur pied. Appuyé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le projet de la promotion de l'entrepreneuriat agricole est un projet financé par le gouvernement béninois pour répondre aux besoins de la jeunesse.
Roger Antoine Todjor, expert chargé de l'installation des jeunes au niveau du dit projet, revient ici sur l'utilité de cette initiative. C'est un projet qui vise essentiellement à transformer économiquement et de façon sociale le milieu rural béninois. En termes de stratégie d'intervention du projet, nous avons premièrement la mise en place des infrastructures d'accueil des jeunes désireux d'entreprendre dans le secteur agricole. Deuxième volet, nous avons la formation de ces jeunes-là, à leur donner le savoir-faire, le savoir-être en matière de l'entrepreneuriat agricole. Troisième volet, c'est l'incubation. Après avoir reçu la connaissance théorique et l'initiation de différentes pratiques du secteur agricole, la personne n'a pas encore pratiqué et connaître les contraintes du secteur de l'entrepreneuriat agricole. Alors l'incubation lui permet de le responsabiliser dans ce secteur-là, dans ce sens à ce qu'il apprécie toutes les contraintes nécessaires pour mener l'activité. Ça lui permet de maîtriser, de pratiquer lui-même, étant responsable devant l'activité qui lui est confiée, la gestion surtout d'une unité de production, pour ne pas dire d'une exploitation, selon son choix, c'est-à-dire s'il veut faire de la pisciculture, nous avons des unités de la pisciculture. S'il veut faire du maraîchage, nous avons des unités de maraîchage. S'il veut faire du céréal, la production végétale en général, il a des unités adéquates dans ce, et on fait une incubation au moins de 3 mois. Au bout de l'incubation, la spécificité chez nous, la personne peut tester sur son incubation, on lui fait un crédit test. On dit qu'est-ce que vous voulez faire et il nous fait un compte d'exploitation. Et sur la base de son compte d'exploitation, on met les moyens à sa disposition et on le supervise. Mais c'est lui qui fait tout. Et à la fin, on fait une évaluation pour tester sa capacité de gérer effectivement une entreprise. Et ça, c'est ce que nous appelons l'incubation. Et c'est après cette étape que l'individu est passé à l'étape de l'installation, qui est son implantation pour la mise en œuvre de son projet de vie, c'est-à-dire sa vision de la mise en œuvre de l'agriculture. Et on installe sur ce projet, le projet que nous appelons le plan d'affaires. Nous avons d'ailleurs plusieurs catégories de bénéficiaires que nous avons. La première catégorie, c'est ceux sortis des écoles agricoles. Nous avons les INAN, c'est-à-dire niveau CEPE, qui vont au niveau jusqu'à niveau EAT et autres. Nous avons ceux qui sont sortis des universités, c'est-à-dire niveau licence, et qui souhaiteraient quand même entreprendre dans le secteur agricole. Nous avons une deuxième catégorie qui concerne ceux qui font l'agriculture traditionnelle. Et une troisième catégorie de ceux-là qui ne sont pas du tout dans le secteur agricole, mais qui étaient dans d'autres secteurs ou bien ayant obtenu des diplômes techniques ou non techniques d'enseignement général et qui souhaiteraient rentrer dans le secteur. Alors, selon leur catégorie, on les met dans notre cursus de formation. En ce qui concerne les conditions d'accès aux différentes prestations du projet, l'expert répond. Et notre stratégie de recrutement, elle est très simple. C'est-à-dire, on lance un appel national et les gens postulent. Aujourd'hui, avant nous le faisons à travers soit les communes, les départements et autres. Mais aujourd'hui, ce sera en partenariat avec un autre projet que nous appelons Business Promotion Center, qui sont des centres relais, du PPEA, où les gens pourront aller s'informer. Et d'autant plus que ces deux projets sœurs, ils pourront carrément, par l'intermédiaire de ce projet-là, avoir toute l'information qu'ils veulent. Vous vous demandez certainement quelles sont les vertus qu'offre le tiayo. La réponse à votre préoccupation, c'est à travers cet élément. Originaire d'Asie du Sud, le basilic salutaire Oxymum gratissimum de son nom scientifique est une plante merveilleuse qui est cultivée un peu partout dans le monde. Ici au Bénin, cette plante est connue sous différents noms, dont tiayo en langue fangbe. Moi, je suis mari d'origine. Chez moi, on appelle ça kioyo. Bon, les légumes partent de Chang Madivé. Et le Yoruba parle de Éphirin. Le Waman parle de Warima. Et le Bariba parle de Chukula. Très efficace dans le traitement de plusieurs maladies,
Le tchaïo est souvent recherché pour ses vertus thérapeutiques. La plante est considérée comme digestive. Donc ça aide à la digestion stomatique. Ça concourt à la digestion. Ensuite, légèrement purgatif, laxatif. Ça, c'est déjà un aspect. Ensuite, il est indiqué que quelqu'un qui a une hernie étranglée, on prend la feuille avec un peu de sel, de l'eau, on triture tout et dès que le bonhomme prend, ça a un effet violent, ce qui permet de soulager les douleurs. Quand les gens font de la fièvre, ça se prend. Ensuite, tonique. Et quand vous êtes fatigué, vous pouvez en prendre. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez préparer et prendre en tisane. Tisane, soit c'est décoction, soit c'est en infusion. Décoction, vous préparez, vous buvez. Infusion, vous chauffez l'eau, mais vous mettez la plante dedans et ça s'infuse. Vous avez les métrites, inflammations du vagin, de l'utérus, les vaginites. Les gens triturent ou bien ils font infusion. Et on fait un lavement pour calmer. Quand il y a des urétrites gonococciques, après la gonococcie ou les maladies infectieuses de l'homme, les feuilles se prennent aussi en infusion. Maintenant, quand il s'agit de la blénorragie, même pour traiter la maladie, c'est les graines que les gens utilisent. Quand quelqu'un fait de la toux, on essaie de triturer la feuille et de faire des frictions de la poitrine, de la gorge, et ainsi de suite, pour permettre au principe actif de pénétrer et aller calmer les irritations. Alors, quelqu'un qui fait du rhumatisme ou fait bain de vapeur, et on peut faire donner l'infusion à la personne. Vous avez, ça se met dans l'œil. Vous avez des problèmes d'oreille. Vous triturez et vous mettez et en même temps vous consommez la tisane de ça. Vous voyez combien de maladies on peut traiter. Consommé comme légume, le tchaïo apporte à l'organisme des vitamines et minéraux indispensables. Le tchaïo est un légume, du coup il est riche en fibres, alors que les fibres favorisent la digestion et luttent contre le cancer du côlon. Le tchaïo contient du potassium, qui est un minéral qui intervient dans l'équilibre hydroélectrolytique, qui est bon pour la fonction cardiaque. Le tchaïo est aussi riche en calcium, qui est un minéral qui permet la minéralisation de l'os. Le calcium est aussi important dans la fonction du cœur. Le tchaïo contient aussi du fer qui est très indiqué, très indispensable à la vie de tout un chacun de nous. Le fer intervient dans la formation, la production de l'hémoglobine qui est l'élément principal du sang qui circule dans nos veines. Toute personne a besoin du sang pour vivre et plus particulièrement les femmes enceintes, les enfants sont des catégories de personnes chez qui on prône et on donne des conseils surtout sur la consommation des aliments riches en fer. Donc le tchaïo, en tant qu'un légume riche en fer, nous devons le conseiller aux femmes enceintes, aux enfants aussi. Le tchaïo contient aussi du magnésium. Le magnésium est également un minéral qui est indispensable à la fonction cardiaque, qui est indispensable à la fonction de nos muscles, donc dans la contraction musculaire. Donc le tchaïo renferme tous ces minéraux dont nous avons besoin pour jouir d'une bonne santé. Pour un corps sain, une santé saine, consommez tous le tchaïo. Je dirais à nos téléspectateurs de manger le tchaïo sans modération, de manger le tchaïo tout le temps. Le seul conseil que je peux leur donner est de ne pas toujours se fier à notre tradition qui disait que Amiwaima,
Donc réduire seulement la quantité d'huile et de manger le chayo sans modération. C'est toujours conseillé de mettre le chayo au moins 2-3 fois consommé dans une semaine. Nous mangeons, mais nous nous soignons. Et c'est l'aspect le plus intéressant du chayo. Dans nos rues comme dans nos maisons, les enfants sont trop souvent confrontés au travail. Ici au Bénin, près d'un enfant sur 4 se voit forcé de travailler plutôt que d'aller à l'école. La loi interdit plusieurs tâches considérées comme dangereuses pour les enfants, comme la mécanique, la maçonnerie ou le travail dans les carrières. Un enfant, c'est d'abord faire pour s'amuser, apprendre et s'épanouir. Les adultes sont censés nous protéger, pas nous utiliser. Si un enfant travaille comme apprenti dans votre atelier, assurez-vous qu'il a au moins 14 ans et soyez bon et juste avec lui. Évitez de le battre ou de l'insulter. Rendez-lui sa vie d'enfant. Plan Bénin, en collaboration avec ses partenaires, a choisi de lutter contre le travail imposé aux enfants et les effets négatifs qu'il a sur eux. Et vous, que choisissez-vous? Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ce spot de Plan Bénin qui fustige le travail des enfants que nous mettons un terme à cette émission. Pour d'éventuels renseignements, veuillez composer le 66 42 38 67. Ensemble, valorisons l'agriculture et les bonnes pratiques de nutrition. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir, si Dieu le veut.